Fernando, mes garçons. Fernando. Un nom qu'Eduardo n'avait jamais entendu. Un frère jumeau dont il ignorait l'existence. Mariana ramassait d'autres documents éparpillés sur le sol, les lisant sans vraiment les comprendre, mais pressentant qu'elle était confrontée à quelque chose d'important. Eduardo tenta de l'arrêter, mais il était trop tard. Elle avait déjà trouvé les lettres. Plusieurs lettres écrites par Augusto à Maria, des lettres d'amour, des lettres de désespoir, et une lettre en particulier qui expliquait tout. Eduardo arracha la feuille des mains de Mariana et lut, les larmes brouillant sa vue. « Maria, mon amour, tu sais que je ne peux pas assumer la responsabilité des garçons. Ma femme ne me le pardonnerait jamais. Ma famille me renierait. Mais je te promets de prendre soin de l'un d'eux. Nous pouvons faire reconnaître Eduardo comme mon fils et confier Fernando à l'adoption. Personne n'a besoin de savoir qu'ils sont jumeaux. Tu garderas Eduardo, je subviendrai à ses besoins. Et tout le monde pensera que je suis simplement un oncle généreux. C'est la seule solution. Je t'en prie, comprends-moi. Nous ne pouvons pas les garder tous les deux. Il serait impossible de cacher la vérité. » La lettre était datée de mars 1965. Une semaine après la naissance des bébés, Eduardo sentit la bile lui monter à la gorge. Sa mère avait accepté. Elle avait accepté de confier un enfant à l'adoption pour garder l'autre. Elle avait accepté de vivre dans le mensonge. Et Augusto, l'homme qu'il avait admiré toute sa vie, qu'il appelait oncle, qui lui avait tout appris du monde des affaires, qu'il avait aidé à bâtir son empire, était en réalité son père biologique. Un père qui ne le reconnaissait qu'à moitié. Un père qui avait forcé sa mère à choisir entre deux fils. Encore des lettres. Eduardo ne pouvait s'empêcher de les lire. Chacune révélait un nouveau morceau de vérité. Sa mère suppliant de garder les deux bébés. Augusto inflexible. La décision prise. Fernando placé dans un orphelinat d'une autre ville. Maria lui rendant visite en secret pendant des années, jusqu'à ce que le garçon soit adopté par une famille qu'elle n'avait jamais connue. Le désespoir grandissait à chaque lettre. La culpabilité le rongeait. Et puis la dernière lettre de la pile, écrite par Maria elle-même, jamais envoyée, datée de quelques mois avant sa mort. « Eduardo, mon fils, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je dois te dire la vérité. Tu as un frère jumeau. Fernando. Je n'ai pas eu la force de te le dire de mon vivant, mais je porte ce fardeau de culpabilité depuis 60 ans. J'ai confié mon autre fils à l'adoption parce que Augusto disait que c'était la seule solution. Il m'a promis que Fernando aurait une belle vie, mais je n'ai jamais réussi à le retrouver. J'ai cherché pendant des années. J'ai engagé des détectives. Rien. C'est comme si Fernando avait disparu de la surface de la terre. Pardonne-moi de te l'avoir caché. Pardonne-moi de t'avoir choisi toi plutôt que lui. Ne t'en veux pas. La culpabilité est la mienne seulement, et celle d'Augusto. Elle a toujours été la sienne. » Eduardo laissa tomber la lettre. Mariana pleurait en silence dans un coin du grenier, témoin malgré elle de la destruction de la vie de son patron. Il la regarda et d'une voix brisée lui demanda de ne rien dire à personne, du moins pas encore. J'avais besoin de digérer tout ça. J'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de retrouver Fernando. Mais le destin en avait décidé autrement. Car à ce moment précis, Laura cria du bas des escaliers. « Eduardo! Mariana! Ça va? J'ai entendu un grand bruit !» Des pas rapides résonnèrent dans l'escalier. Laura montait. Eduardo s'efforçait désespérément de rassembler tous les documents. Mais ses mains refusaient d'obéir. Les papiers lui glissaient entre les doigts. Des photos retombaient au sol. Laura apparut en haut des escaliers et se figea à cette vue. Son mari était à genoux sur le sol poussiéreux, entouré de vieux papiers, le visage baigné de larmes. Mariana était appuyée contre le mur, pâle comme un linge, et éparpillés dans le grenier, les restes de cette boîte en bois qu'Edward avait toujours interdit à quiconque de toucher. Laura baissa les yeux et vit le premier acte de naissance à ses pieds. Elle ramassa le document. Elle le lut. Son visage passa par toutes les couleurs possibles. Blanc, rouge, violet, de nouveau blanc. Elle regarda son mari avec une expression mêlant choc, colère, confusion et trahison. Puis elle dit, d'un ton qu'Eduardo ne lui avait jamais entendu. « Tu le savais? Tu as toujours su qu'Augusto était ton père? Tu l'as toujours su et tu ne me l'as jamais dit ?» Edward essaya de parler, mais les mots ne sortirent pas. Laura ramassa un autre acte de naissance par terre, celui de son frère jumeau. Elle lut le nom, Fernando Silva. Sa main se porta instinctivement à sa bouche.
Ses yeux s'écarquillèrent d'une terreur qui semblait disproportionnée à la situation. Puis elle dit quelque chose qui glaça le sang d'Eduardo. « Fernando, le Fernando Silva qui est ton principal concurrent sur le marché immobilier, ce Fernando Silva-là ?» Le silence qui suivit fut si profond qu'ils pouvaient entendre leur propre battement de cœur. Eduardo ne connaissait aucun Fernando Silva dans l'immobilier. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Laura, voyant sa confusion, poursuivit d'une voix tremblante. « Comment ça? Tu ne le connais pas? Fernando Silva, de Silva Construction. C'est ton plus grand rival depuis 5 ans. Vous vous disputez chaque terrain, chaque contrat, chaque client. Je pensais que vous vous connaissiez personnellement. » Eduardo eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Ce ne pouvait pas être le même Fernando. Et si c'était le cas? Et si son frère jumeau, abandonné 60 ans plus tôt, avait grandi et suivi exactement le même parcours professionnel? Et s'ils s'étaient fait concurrence pendant des années sans savoir qu'ils étaient frères et sœurs? Laura avait du mal à respirer. Assise par terre, le certificat à la main, elle regarda Eduardo, les larmes aux yeux. « Il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'ai fait et que je n'ai jamais eu le courage d'avouer. » Son ton fit naître un profond malaise chez Eduardo. Il rampa jusqu'à elle et, redoutant la réponse, demanda « Qu'as-tu fait, Laura ?» Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et dit « Il y a 3 ans, quand vous vous battiez pour ce terrain dans la zone sud, j'ai engagé quelqu'un pour enquêter sur Fernando Silva. Je voulais trouver une faiblesse chez lui, un secret qui nous permettrait de le ruiner. Et je l'ai trouvé. » Laura ouvrit le sac qu'elle portait à l'épaule. Elle ne sortait jamais sans lui, ce qui avait toujours paru étrange à Eduardo, sans qu'il ne s'en étonne jamais. Il en sortit une enveloppe jaunie, semblable à celles qui jonchèrent le grenier. D'une main tremblante, il la tendit à Edward. Celui-ci l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un rapport d'enquête privé, daté de 2 ans auparavant, et dès la première page, une photo de Fernando Silva. Edward sentit le souffle lui manquer. C'était comme se regarder dans un miroir. Fernando avait le même visage, les mêmes yeux, la même forme de nez, la même mâchoire. Seule la coiffure différait. Fernando portait les cheveux plus courts, avec quelques mèches blanches aux tempes. Mais à part ça, ils étaient identiques, absolument identiques. Edward continua de lire le rapport, chaque ligne plus choquante que la précédente. Fernando Silva, 60 ans, né le 15 mars 1965, adopté à 6 mois par la famille Silva, avait grandi à Santos, obtenu un diplôme d'ingénieur civil, construit son premier immeuble à 30 ans, étendu son entreprise à São Paulo à 40 ans, et dirigeait aujourd'hui la 2e plus grande entreprise de construction de l'État. C'était presque le portrait craché d'Eduardo, presque la même trajectoire, les mêmes rêves, les mêmes ambitions, comme s'ils partageaient non seulement des gènes, mais aussi un destin commun. Laura sanglotait, tentant d'expliquer « Je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange. Vous vous ressembliez trop, mais je n'avais jamais imaginé, l'idée que vous puissiez être frère et sœur ne m'avait jamais effleuré. Je pensais que c'était une simple coïncidence. Et le pire, c'est qu'il y a plus. Il y a quelque chose à la fin du rapport que je ne t'ai jamais montré, parce que je pensais que ça te ferait trop souffrir. » Eduardo tourna la dernière page du document. Et là, elle était là. La transcription d'un entretien que l'enquêteur avait obtenu de la mère adoptive de Fernando, décédé au moment de l'enquête, mais dont le témoignage avait été enregistré des années auparavant lors d'un procès. La femme racontait que Fernando avait toujours su qu'il était adopté, qu'il avait passé sa vie à chercher sa mère biologique, qu'à 30 ans, il avait engagé des enquêteurs et découvert que Maria Aparecida Silva était morte, mais avait trouvé des preuves qu'elle avait eu un autre fils qu'elle avait gardé, un fils nommé Eduardo Monteiro, et que Fernando, en découvrant cela, avait juré qu'un jour il se vengerait, vengeur du rejet, de l'abandon, d'avoir été le fils délaissé tandis que son frère jumeau grandissait avec des privilèges. La mère adoptive déclara dans son témoignage que Fernando s'était lancé dans l'immobilier précisément pour concurrencer Eduardo, pour prouver qu'il était meilleur, pour détruire l'empire du frère qui ne l'avait jamais connu. Chaque transaction n'était pas qu'un simple travail pour Fernando, c'était une vengeance. C'était de la colère matérialisée dans le béton et l'acier. Edward laissa tomber le rapport comme si ses mains le brûlaient. Laura tenta de le toucher, mais il se détourna.
Mariana, paralysée dans un coin, assistait à l'effondrement total de la famille pour laquelle elle avait travaillé pendant tant d'années. Et puis Eduardo prononça des mots inattendus. « Il faut que je lui parle. Il faut que je voie Fernando aujourd'hui, maintenant, avant la fête. » Laura tenta de le raisonner, arguant que c'était de la folie, qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, qu'il ne pouvait pas débarquer dans la vie de Fernando et lui annoncer une telle nouvelle. Mais Eduardo était déjà debout, rassemblant tous les documents et remettant le tout dans la boîte en bois. Ses mains tremblaient encore, mais Laura reconnut dans son regard une détermination inébranlable. Quand Eduardo avait pris une décision, rien ne pouvait le faire changer d'avis. Il descendit du grenier, la boîte à la main, suivi de près par Laura et Mariana. Dans le couloir du premier étage, Eduardo s'arrêta et se tourna vers les deux femmes. « Mariana, il faut que tu me promettes de ne rien dire à personne. Je t'en prie. Je sais que c'est beaucoup te demander, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Mariana, encore sous le choc, se contenta d'acquiescer. Laura, elle, était préoccupée par autre chose. Et la fête. Eduardo, 300 personnes arrivent dans 6 heures. Je ne peux pas tout annuler maintenant. Eduardo regarda sa femme avec une profonde tristesse dans les yeux. « Alors ne l'annule pas. Organise la fête. Je serai de retour avant qu'elle ne commence. Je te le promets, mais je dois le faire. Je dois regarder mon frère dans les yeux et lui dire la vérité. Il mérite de savoir. Même s'il me déteste, même s'il veut me détruire, il mérite la vérité. » Laura se mit à pleurer, mais pas de tristesse. C'était de la colère contre Augusto pour avoir provoqué tout cela, de la colère contre Maria pour avoir donné son accord, de la colère contre toute cette situation, mais surtout de la colère contre elle-même pour avoir caché ce rapport si longtemps. Si elle l'avait montré à Eduardo plus tôt, peut-être aurait-il pu gérer la situation autrement. Mais maintenant, il était trop tard pour les regrets. Eduardo monta dans sa chambre, se changea rapidement et prit ses clés de voiture. Laura le suivit, essayant encore de le convaincre d'attendre, de réfléchir, de ne pas agir si impulsivement. Mais il était déterminé. Il descendit au garage, monta dans sa Mercedes noire et déposa la caisse en bois sur le siège passager. Avant de démarrer, il sortit son téléphone et tapa sur Google. Fernando Silva, Construction Silva adresse. Le bureau se trouvait à Itaim-Bibi à 40 minutes de là, compte tenu du trafic du samedi. Eduardo conduisit en silence, l'esprit tournoyant à une vitesse folle. 60 ans de vie, 60 ans de mensonges, un frère jumeau qu'il n'avait jamais connu, un père qui ne l'avait jamais reconnu, une mère qui avait choisi un fils plutôt que l'autre. Comment assimiler tout cela? Comment simplement aller de l'avant après avoir découvert que toute sa vie avait été bâtie sur des mensonges? Et Fernando, l'homme qu'il considérait comme un ennemi, un concurrent, quelqu'un qui cherchait à détruire son empire, c'était son frère, son jumeau, la personne la plus proche de lui génétiquement au monde. Et ils avaient passé 5 ans à se haïr, à se saboter mutuellement, à se livrer une concurrence féroce, ignorant qu'ils partageaient non seulement leur ADN, mais aussi une histoire d'abandon et de rejet. La circulation était plus fluide qu'Eduardo ne l'avait imaginé. En 30 minutes, il était déjà garé devant l'immeuble de la société Silva Construction, un bâtiment moderne de verre et d'acier de 20 étages avec le nom Silva en lettres géantes sur la façade. Eduardo leva les yeux et eut une étrange impression. Cela aurait pu être son cas aussi, si les choses avaient été différentes, si Augusto avait été un homme meilleur, si Maria avait eu le courage de se battre pour ses 2 enfants. Le hall d'accueil était désert. C'était samedi, après tout. Mais Eduardo savait que les grands hommes d'affaires comme lui, comme Fernando, travaillaient généralement le week-end. Il y avait une chance de le trouver là. Il entra, chercha l'ascenseur, mais fut interpellé par un agent de sécurité qui sortit d'une pièce adjacente. « Monsieur, l'immeuble est fermé le samedi. Seuls les employés autorisés peuvent y entrer. » Eduardo se présenta. « Je m'appelle Eduardo Monteiro. Je dois parler de toute urgence à Fernando Silva. C'est une urgence. » L'agent fronça les sourcils, reconnaissant manifestement le nom. Tout le monde dans l'immobilier connaissait la rivalité légendaire entre Monteiro et Silva. L'homme hésita, puis prit la radio et parla à quelqu'un. Quelques minutes plus tard, il répondit « Monsieur Silva est dans son bureau au 20e étage. Il a dit que vous pouviez monter. » Eduardo prit une profonde inspiration. Chaque marche jusqu'à l'ascenseur lui parut aussi lourde que du béton.
Les portes se fermèrent. Les chiffres sur le panneau défilèrent. 10e étage, 15e, 19e, 20e. Ding. Les portes s'ouvrirent sur un couloir luxueux. Marbre au sol, œuvres d'art au mur. Tout ressemblait étrangement au bureau d'Eduardo. Au bout du couloir, une double porte en bois massif ornée d'une plaque dorée. Fernando Silva, PDG. Eduardo serra la boîte en bois contre sa poitrine et s'avança. Chaque pas résonna dans le silence du couloir désert. Il s'arrêta devant la porte, leva la main pour frapper, mais avant même que ses phalanges ne touchent dans le bois, la porte s'ouvrit. Et il était là. Fernando Silva, 60 ans, cheveux gris, yeux couleur miel, identiques à ceux d'Eduardo. Même visage, même taille, même posture, comme le reflet d'un miroir. Les deux hommes restèrent figés, se fixant du regard dans un silence absolu. Fernando prit la parole le premier, d'une voix étonnamment calme. « Eduardo Monteiro, mon rival de toujours, je n'aurais jamais cru vous voir débarquer en personne à mon bureau. D'habitude, on communique par avocats et propositions commerciales agressives. » Il y avait une pointe d'ironie, presque d'amusement, dans sa voix, comme s'il savourait cet instant de supériorité, avoir Eduardo Monteiro sur son territoire. Mais son regard se posa sur la boîte en bois qu'Eduardo tenait. Son expression changea, le sourire disparut, ses yeux se plissèrent, et il dit, dans un murmure qui ressemblait plus à un grognement, « Où avez-vous trouvé cette boîte ?» Eduardo comprit que Fernando la reconnaissait. Mais comment? Il ne l'avait jamais vue. Ou peut-être que si. Eduardo entra dans le bureau sans y être invité, referma la porte derrière lui et déposa la boîte sur la table de réunion, au centre de la pièce. Fernando s'approcha lentement, comme s'il voyait un fantôme. Ses doigts effleurèrent le couvercle avec une étrange révérence. Puis il l'ouvrit. Il examina les documents, les photos, les lettres. Son visage ne trahissait aucune surprise. Il exprimait une confirmation, comme s'il savait déjà tout cela, comme s'il attendait ce moment depuis des décennies. Il prit une des photos, celle des deux bébés côte à côte, et regarda Eduardo, les larmes aux yeux. « Alors tu l'as enfin découvert. Après 60 ans, tu sais enfin que j'existe. » Sa voix était empreinte d'une douleur si profonde qu'Eduardo eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Eduardo tenta de parler, mais Fernando leva la main, demandant le silence. Il se mit à arpenter le bureau, tenant toujours la photo, et commença à raconter sa version des faits. « J'avais 28 ans quand j'ai découvert la vérité. Mes parents adoptifs ont toujours été honnêtes avec moi. Ils m'ont toujours dit que j'étais adopté. Mais ils n'ont jamais réussi, ou non, jamais voulu, me donner d'informations sur ma mère biologique. À leur mort, j'ai trouvé des documents qu'ils avaient conservés. Mon acte de naissance original, une ancienne adresse, le nom de ma mère, Maria Aparecida Silva. J'ai engagé des détectives. Cela a pris 2 ans, mais ils l'ont retrouvée. Elle était très malade, mais vivante. Je suis allé lui rendre visite à l'hôpital. Savez-vous ce qu'elle m'a dit en me voyant? « Fernando, mon fils, pardonne-moi. » Elle a tellement pleuré que les DP. Médecins ont dû la calmer. Elle m'a tout raconté à propos d'Augusto, à propos de toi, à propos du choix qu'elle a été forcée de faire, et sais-tu ce qui m'a le plus brisé? Ce n'était pas de savoir que j'avais été abandonné. C'était de savoir qu'elle avait continué à venir à l'orphelinat pendant des années, à observer de loin, sans jamais avoir le courage de me reprendre. Elle te choisissait chaque jour. Elle se réveillait et te choisissait toi plutôt que moi. Fernando s'arrêta. Annette fixa Eduardo droit dans les yeux, la colère contenue, lui brûlant le cœur. Quand elle est morte, j'ai juré que tu paierais, même en sachant que tu n'y étais pour rien, même en sachant que c'était irrationnel. J'avais besoin d'un coupable. Et toi, tu étais là, à vivre la vie qui aurait dû être la mienne aussi. Eduardo parvint enfin à parler, la voix rauque. Je ne savais rien de tout ça. Je l'ai appris aujourd'hui, il y a 2 heures. Ma mère est morte sans rien me dire. Elle a tout gardé dans cette boîte et m'a fait promettre de ne jamais l'ouvrir. J'ai tenu ma promesse comme un idiot. Si j'avais su, si je l'avais ouverte il y a des années. Fernando laissa échapper un rire amer. Qu'aurais-tu fait? Me chercher? Partager ta fortune avec moi? M'emmener dans ton manoir et me présenter comme ton frère perdu de vue depuis longtemps? Ne sois pas naïf, Eduardo. Tu aurais fait exactement la même chose. Rien. La cruauté des paroles de Fernando était palpable. La colère
monta en Eduardo. Il était venu pour faire la paix, pour tenter de réparer les dégâts causés par ses parents, mais Fernando ne voulait pas la paix. Fernando voulait la guerre, il voulait du sang, il voulait se venger. Eduardo répondit d'une voix ferme. « Tu as raison d'être en colère, tu as raison de me haïr, mais la haine ne changera pas le passé, elle ne ramènera pas notre mère, elle ne fera pas payer Augusto pour ce qu'il a fait, il est mort depuis 10 ans. La seule chose que nous pouvons faire maintenant, c'est décider comment aller de l'avant, en frères ou en ennemis. » Fernando fixa Eduardo longuement. Son expression changea. La colère laissa place à quelque chose de plus complexe, de la lassitude peut-être, de la tristesse, de la résignation. Il retourna à la boîte, fouilla les documents et en sortit une enveloppe qu'Eduardo n'avait jamais vue, une enveloppe scellée à la cire rouge. Sur l'enveloppe, d'une écriture tremblante, celle d'une personne très malade. À lire. « Ensemble par mes 2 fils. » Fernando brisa le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre de plusieurs pages, manuscrite par Maria. Elle était datée d'1 semaine avant sa mort. Eduardo et Fernando s'assirent côte à côte à la table de réunion, pour la première fois en 60 ans au même endroit, et la lurent ensemble. « Mes très chers Eduardo et Fernando, » commençait la lettre, « si vous lisez ceci ensemble, c'est que vous vous êtes enfin rencontrés, c'est que la vérité a éclaté. Je vous qu'implore de me pardonner à genoux pour toutes les souffrances que je vous ai infligées. J'étais jeune, passionnée, naïve. J'ai cru Augusto lorsqu'il a dit être la seule solution. Je l'ai cru lorsqu'il a promis de prendre soin de vous. Mais j'avais tort. J'aurais dû me battre davantage. J'aurais dû dire non, j'aurais dû trouver une autre voie. Fernando, mon fils, pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Je suis venu à l'orphelinat chaque semaine jusqu'à ton adoption. J'ai pleuré de soulagement lorsque la famille Silva t'a choisi. Il semblait être de bonnes personnes. J'ai prié pour qu'ils te donnent l'amour que je n'ai pas pu te donner. Mais la culpabilité ne m'a jamais quitté. Eduardo, mon fils, tu as grandi sans savoir qu'une partie de toi parcourait le monde. Une partie de ton âme partagée avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Pardonne-moi de t'avoir volé cela. Vous méritiez tous les 2 de grandir ensemble. Vous méritiez, pour être de vrais frères, pas seulement par les liens du sang. Maintenant que vous connaissez la vérité, je vous en supplie, ne laissez pas le passé détruire votre avenir. Vous êtes tout ce qui reste l'un de l'autre, votre seule famille de sang. S'il vous plaît, ne la gaspillez pas dans la haine ou la vengeance. La vie est trop courte. Je l'ai appris trop tard. Avec tout mon amour et mes regrets, Maria. Le silence qui suivit fut profond. Des larmes coulaient silencieusement sur le visage d'Eduardo. Fernando restait immobile, fixant intensément la lettre, les poings serrés sur la table. Les minutes s'écoulèrent, 15, peut-être 20. Puis Fernando prit la parole, d'une voix faible. « J'ai gâché 30 ans de ma vie à fomenter une vengeance. J'ai bâti mon empire non par amour des affaires, mais par haine pour toi. Chaque immeuble que j'ai érigé était une façon de prouver ma supériorité. Chaque contrat que je t'ai volé était une victoire sur le frère qui avait tout, tandis que je n'avais rien. Et maintenant, je lis cette lettre et je comprends que je me suis complètement trompé. Tu n'avais pas tout. Tu as toi aussi été une victime. Tu as toi aussi perdu un frère. » Eduardo posa la main sur l'épaule de Fernando, un geste instinctif, sans réfléchir. Fernando ne se retira pas. Pour la première fois, il laissa autre chose que la colère s'installer entre eux. Eduardo dit « Il est encore temps. Nous pouvons encore être frères. Nous pouvons encore vivre les années qui nous restent, comme une vraie famille. » Fernando regarda Eduardo, et pour la première fois depuis leur rencontre, ou plutôt leur retrouvaille, il y avait dans son regard autre chose que de la rivalité. Il y avait de l'espoir, fragile, infime, mais de l'espoir tout de même. Il allait répondre quand le portable d'Eduardo sonna. C'était Laura. Il répondit « Eduardo, où es-tu? La fête commence dans 2 heures et tu dois être là. » Eduardo regarda Fernando et prit une décision. « Laura, amène Fernando. S'il va à la fête, c'est mon frère. Et aujourd'hui, je veux que le monde entier le sache. » Ce qu'Eduardo ignorait, c'est que cette décision allait déclencher une série d'événements qui transformeraient non seulement la fête d'anniversaire en scandale, mais révéleraient aussi d'autres secrets enfouis depuis des décennies. Car lorsque Laura raccrocha, ses mains tremblaient. Non pas d'émotion parce qu'Eduardo avait retrouvé son frère, mais de terreur. La terreur que Fernando découvre sa véritable identité et le rôle qu'elle avait joué dans la destruction de sa vie. Car 3 ans auparavant,
Lorsqu'elle avait engagé ce détective privé pour percer les secrets de Fernando, ce n'était pas par simple intérêt professionnel. Elle l'avait fait parce que Fernando était sur le point de découvrir quelque chose à son sujet. Quelque chose qui pourrait anéantir non seulement son mariage avec Eduardo, mais aussi l'image parfaite que la famille Montero s'était forgée. Laura n'était pas celle qu'elle prétendait être. Son nom de jeune fille n'était pas Oliveira, comme indiqué sur tous les documents, c'était Silva. Elle était la cousine germaine de Fernando, et elle le savait avant même d'épouser Eduardo. Ce mariage avait été planifié, une manœuvre calculée de la part de la famille qui avait rejeté Fernando. Un moyen de s'assurer d'être du bon côté de l'histoire. Mais maintenant que les deux frères étaient enfin réunis, toute sa mascarade était sur le point de s'effondrer. Et pire encore, elle n'était pas la seule dans la famille Montero à cacher des secrets. Les enfants d'Eduardo avaient eux aussi leur squelette dans le placard, et tous allaient être révélés lors de cette fête du 60e anniversaire que Laura avait si minutieusement préparée. Fernando accepta l'invitation à la fête. Il semblait sincèrement impatient de rencontrer le reste de la famille. Eduardo rappela Laura, lui demandant d'expliquer la situation aux enfants avant leur arrivée. Marcelo et Béatrice, les deux enfants du couple, étaient déjà au manoir pour aider aux préparatifs. Laura pâlit à l'idée de la façon de leur annoncer la nouvelle. Comment expliquer que leur père avait un frère jumeau dont personne ne connaissait l'existence? Comment justifier des décennies de mensonges? Mais elle n'avait pas le choix. Elle réunit les deux enfants dans la bibliothèque, ferma la porte et commença à parler. Marcelo, l'aîné, 40 ans, avocat brillant, marié et père de deux enfants, écoutait tante Swanissa. Silence. Son visage ne trahissait aucune surprise. Il exprimait quelque chose de pire, de la reconnaissance, comme s'il connaissait déjà une partie de l'histoire. Béatrice, 35 ans, médecin, célibataire et sans enfant, eut une réaction tout autre. Elle bondit de sa chaise, se mit à arpenter la pièce, les mains dans les cheveux, murmurant « Non, 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 ce n'est pas possible ». Laura demanda pourquoi elle était si bouleversée. Béatrice s'arrêta, regarda sa mère avec panique et dit « Parce que je connais Fernando Silva. Je le connais très bien. » Laura sentit son sang se glacer. Marcelo se tourna vers sa sœur, les yeux écarquillés. Et Béatrice poursuivit, la voix tremblante. « Nous avons eu une liaison, il y a 2 ans. Ça a duré 6 mois. Je ne savais pas qui il était, je le connaissais seulement par son nom de scène. Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité. Il disait être homme d'affaires, mais il n'a jamais mentionné son nom de famille complet. Quand j'ai découvert qu'il était le rival de papa, j'ai mis fin à notre relation. Mais maintenant tu me dis que c'est mon oncle. » Le silence dans la bibliothèque était pesant. Laura dut s'asseoir. Elle avait la tête qui tournait. C'était impossible. Impossible que ce soit vrai. Mais l'expression de Béatrice ne laissait aucun doute. Elle disait la vérité. Marcelo fut le premier à reprendre la parole. « Béatrice, tu es en train de me dire que tu as eu une liaison avec Fernando Silva, l'homme qui passe ses journées à essayer de ruiner les entreprises de notre père ?» Béatrice se mit à pleurer. « Je ne savais pas. Il ne parlait jamais de travail. On se voyait toujours dans des endroits discrets, des hôtels, des restaurants en dehors de la ville. Je pensais qu'il voulait juste être tranquille. Je n'avais jamais imaginé qu'il y ait une autre raison. » Laura essayait de comprendre. Sa fille avait eu une liaison avec Fernando. L'homme qu'elle découvrait maintenant était son oncle. Techniquement, il n'y avait pas de lien de sang. Béatrice était la fille d'Eduardo, Fernando était le demi-frère d'Eduardo, donc pas d'ADN commun. Mais moralement, socialement, c'était un désastre absolu. Et Fernando était-il au courant? Savait-il que Béatrice était la fille d'Eduardo? Ou était-ce une simple coïncidence? Laura regarda sa fille et lui posa la seule question qui comptait à cet instant. « Fernando sait-il que tu es ma fille ?» Béatrice essuya ses larmes, réfléchit un instant, puis répondit « Je ne sais pas. Je n'ai jamais mentionné le nom de famille de mon père pendant tout le temps que nous avons passé ensemble. J'ai toujours été très discrète sur ma famille. Mais il a posé des questions. Beaucoup de questions sur ma vie, mon enfance, ma famille. À l'époque, je pensais qu'il s'intéressait sincèrement à moi. Maintenant, je ne sais plus quoi penser. » Marcelo se leva et alla à la fenêtre, observant le jardin où les employés de l'agence événementielle commencèrent déjà à installer les structures pour la fête. D'immenses tentes blanches, des tables décorées, une piste de danse, une scène pour le groupe. Tout était parfait, tout était prévu.
Tout était sur le point de virer au cauchemar. Il se tourna vers sa mère et dit quelque chose auquel Laura ne s'attendait pas. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. À propos de Fernando Silva. » Le cœur de Laura s'emballa. Non, ce n'était pas possible. Pas Marcelo non plus. Mais l'expression sur le visage de son fils confirma ses pires craintes. Marcelo poursuivit. « Il y a 1 an, Fernando m'a contacté. Il voulait engager mes services juridiques pour une affaire précise. Un procès contre Construtora Monteiro, contre mon père. Il m'a offert une fortune, 10 fois mes honoraires habituels. Évidemment, j'ai refusé, j'ai prétexté un conflit d'intérêts évident. Mais il a insisté. Il disait que ce n'était pas une question d'argent, mais de justice, de réparer une injustice du passé. Ah, l'époque, je ne comprenais pas. Je pensais que c'était juste un homme d'affaires frustré qui cherchait à nuire à un concurrent. Mais maintenant je comprends. Il savait. Il a toujours su qu'il était le frère de mon père. Et il essayait de se servir de moi comme d'une arme contre sa propre famille. Laura se leva, les jambes flageolantes. Tout s'effondrait plus vite qu'elle ne pouvait le comprendre. Fernando connaissait non seulement la vérité, mais il avait passé des années à planifier méticuleusement sa vengeance, se rapprocher des enfants d'Eduardo, enquêter sur la famille, chercher la moindre faille, trouver un moyen de les détruire de l'intérieur. Et puis Laura réalisa quelque chose de bien pire. Si Fernando s'était rapproché de Béatrice et Marcelo, il était probablement au courant pour elle aussi. Il savait qu'elle était de la famille Silva. Il connaissait ce lien de parenté éloigné. Et s'il le savait, il savait aussi que son mariage avec Eduardo n'était pas un hasard. C'était une stratégie. Laura avait 22 ans lorsqu'elle rencontra Eduardo. Il en avait 25 et commençait déjà à bâtir son empire immobilier grâce au soutien financier d'Augusto. Laura était étudiante en architecture, sans le sou, sans perspective d'avenir. Mais sa famille nourrissait une profonde rancune envers les Monteiro. Son grand-père était le frère de la mère de Fernando, ce qui faisait de Fernando et Laura des cousins germains. Lorsque Fernando fut placé en adoption, la famille Silva la prit, et ils furent horrifiés. Horrifiés que Maria Aparecida ait consenti à cela. Horrifiés qu'Augusto ait imposé ce choix. Le ressentiment grandit, il se transforma en haine. Lorsque Laura découvrit qu'Eduardo Monteiro, le fils resté sur place, était célibataire. Sa famille y vit une opportunité. Ils l'incitèrent à se rapprocher de lui, à le séduire, à l'épouser, sous prétexte de récupérer ce qui leur revenait de droit. Le plan était que Laura épouse Eduardo, accède à la fortune familiale et finisse par tout léguer à la famille Silva. Mais un événement inattendu se produisit. Laura tomba véritablement amoureuse. Elle oublia le plan initial. Elle construisit une vie authentique avec Eduardo. Ils eurent des enfants, fondèrent une famille. Et au fil des années, elle se persuada d'avoir fait le bon choix, que le passé n'avait plus d'importance, que personne ne découvrirait jamais la vérité. Mais maintenant, alors que Fernando s'apprêtait à entrer dans cette maison et que tous les secrets allaient être révélés, Laura savait que ce n'était qu'une question de temps, avant qu'il ne dévoile tout. Il allait parler à Eduardo de leur lien de parenté. Il allait dévoiler le plan initial. Il allait détruire tout ce qu'elle avait construit. Laura regarda ses enfants et prit une décision désespérée. Nous ne pouvons pas laisser Fernando entrer dans cette maison. Pas aujourd'hui. Pas devant 300 personnes. Son père veut peut-être faire la paix. Il veut peut-être être un frère, mais Fernando veut se venger. Il a toujours voulu se venger. Et s'il révèle tout ce qu'il sait devant les invités, notre famille sera publiquement anéantie. Marcelo et Béatrice regardèrent leur mère, abasourdis. Marcelo demanda « Qu'est-ce que tu insinues, maman? Qu'on empêche papa d'amener son frère à la fête. Tu as entendu ce que j'ai dit? Ils font la paix, après 60 ans. » Laura tenait les mains de son fils, le regard désespéré. « Tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu ignores, des choses sur moi, sur ma rencontre avec ton père, sur ma famille. Si Fernando dit tout, Eduardo me haïra. Tu me haïras. Tout sera fini. » Béatrice s'approcha. « Alors dis-le toi-même, maintenant, avant que papa n'arrive avec Fernando. Au moins, tu maîtriseras la situation. » Laura regarda sa fille et comprit qu'elle avait raison. Il n'y avait plus moyen de le cacher. Soit elle révélait la vérité maintenant, soit Fernando la révélerait dans quelques heures, de la manière la plus humiliante qui soit. Laura se rassit, prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire. Elle parla de la famille Silva,
de ses liens avec Fernando, de son projet de se rapprocher d'Eduardo et de la façon dont tout avait commencé comme une stratégie avant de se transformer en un véritable amour. Marcelo écoutait en silence, le visage de plus en plus rouge. Béatrice pleurait doucement. Quand Laura eut fini, le silence qui suivit fut assourdissant. Marcelo se leva lentement, regarda sa mère avec un mélange de déception et de colère et dit « Tu as menti à papa pendant 35 ans. Tu as bâti toute ta vie sur des mensonges. En quoi es-tu différente d'Augusto? En quoi es-tu différente de Maria? Vous avez tous choisi de mentir plutôt que d'affronter la vérité. » Les mots étaient cruels, mais vrais. Laura était sans défense. Tout ce qu'elle aurait pu dire aurait sonné comme une excuse. Béatrice, toujours plus sensible, tenta d'adoucir le coup. « Marcelo, elle est vraiment tombée amoureuse. Le mariage a peut-être commencé avec des arrière-pensées, mais ces 30 dernières années ont été authentiques. C'est évident. » Marcelo se tourna vers sa sœur. « Et toi alors? Tu as eu une liaison avec notre oncle. Oncle, même si ce n'est pas un lien de sang, c'est moralement problématique. Comment as-tu pu ne rien soupçonner quand il posait toutes ces questions sur la famille ?» Béatrice explosa. « Parce que j'étais amoureuse, parce qu'il était gentil, attentionné, qu'il me traitait comme personne. Et quand j'ai découvert qui il était vraiment, j'ai mis fin à notre relation. J'ai bien fait. » Les voix s'élevaient. La discussion s'enflammait. Et c'est précisément à ce moment-là que la porte de la bibliothèque s'ouvrit. Eduardo était là. Et à côté de lui, Fernando. Tous les quatre restèrent figés. Eduardo observa la scène, le visage de sa femme, rouge de larmes, ses enfants visiblement en pleine dispute. Il demanda « Que se passe-t-il » Personne ne répondit. Le silence était si lourd qu'il semblait palpable. Fernando s'avança, regarda Laura droit dans les yeux et dit avec un sourire forcé « Salut, cousine. Ça fait longtemps. » Laura eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Eduardo se tourna vers elle, les yeux écarquillés. « Cousine? De quoi parle-t-il » Fernando poursuivit, d'une voix calme mais chargée de venin. « Laura ne te l'a pas dit? Elle est de la famille Silva, fille de Teresa. Silva, elle-même fille de João Silva, qui était le frère d'Anna Silva, ma grand-mère adoptive. Techniquement cousin germain, mais vu qu'on a grandi dans des mondes complètement différents, presque étrangers l'un à l'autre, Eduardo regarda Fernando puis Laura, s'attendant à ce qu'elle nie, s'attendant à ce qu'elle dise que c'était un mensonge, un malentendu, n'importe quoi. Mais Laura baissa la tête, incapable de regarder son mari. Eduardo eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Il se retourna et quitta la bibliothèque sans dire un mot. Fernando le suivit, laissant Laura, Marcelo et Béatrice seuls face au poids de la vérité enfin révélée. Laura s'effondra sur sa chaise, en sanglots. Marcelo quitta la pièce, probablement à la recherche de son père. Béatrice resta, serra sa mère dans ses bras et murmura « Tout ira bien. D'une manière ou d'une autre, tout ira bien. » Mais même elle n'y croyait pas. Car dehors, dans le jardin où la fête devait avoir lieu dans quelques heures, Eduardo confrontait Fernando. « Tu savais tout depuis le début? Pour Laura ?» demanda Eduardo, la voix tremblante de colère contenue. Fernando mit les mains dans ses poches, adopta une attitude désinvolte et répondit « Je l'ai découvert il y a 3 ans. J'ai engagé des détectives pour tout savoir sur toi, sur ta famille, sur ta femme. Je voulais trouver le moindre prétexte pour te nuire. Et je l'ai trouvé. Laura Silva, devenue Laura Oliveira à 18 ans lorsqu'elle a légalement changé de nom, qui t'a approché de façon calculée, qui t'a épousé sur les ordres de sa famille. Tout était froidement orchestré. » Eduardo sentit la nausée lui monter à la gorge. 35 ans de mariage, 2 enfants, 4 petits-enfants, tout cela bâti sur des mensonges. Fernando vit la douleur sur le visage de son frère et poursuivit, avec moins de cruauté, « Mais j'ai aussi découvert autre chose. J'ai découvert que Laura était vraiment amoureuse de toi. J'ai lu les lettres qu'elle a écrites à la famille pour les supplier d'arrêter de la forcer à voler leur argent. J'ai lu les journaux intimes où elle avouait ne pas avoir pu mener à bien son plan car elle t'aimait sincèrement. J'ai vu comment elle a coupé les ponts avec la plupart des membres de la famille Silva pour te protéger. Alors oui, le début était un mensonge, mais le milieu et la fin étaient vrais. » Eduardo ne savait pas si cela le réconfortait ou l'angoissait davantage. Il se tourna vers Fernando et posa la seule question qui comptait. « Et toi, quel est ton plan maintenant? Détruire ma famille? Tout révéler devant 300 personnes?
C'est ça ta vengeance ?» Fernando resta silencieux un long moment. Il contempla la demeure, le jardin préparé pour la réception, Eduardo à ses côtés. Puis il dit quelque chose d'inattendu. « Non, ce n'est pas ce que je veux. Je le croyais. J'ai passé des années à planifier cela. J'ai approché ta fille sans savoir qu'elle était la tienne. Un pur hasard, crois-le ou non. J'ai essayé d'engager ton fils pour te poursuivre en justice. J'ai enquêté sur ta femme. Tout cela pour trouver l'arme parfaite pour te détruire. Mais quand tu es arrivé à mon bureau aujourd'hui, avec cette boîte, les larmes aux yeux, m'offrant la possibilité de devenir de vrais frères, quelque chose a changé. J'ai lu la lettre de notre mère, j'ai vu son regret, et j'ai compris que je faisais exactement la même chose qu'Augusto. Je laissais la haine et l'orgueil anéantir toute chance de fonder une famille. Eduardo regarda son frère cherchant des signes de mensonge, de manipulation, mais il ne vit que de la lassitude d'avoir porté la colère si longtemps. Il demanda « Alors, que veux-tu » Fernando esquissa un sourire triste. « Je veux rencontrer mes vrais neveux et nièces. Je veux rencontrer mes petits-neveux et petites-nièces. Je veux des dîners en famille. Je veux parler foot et politique. Je veux être l'oncle agaçant qui offre des cadeaux hors de prix aux enfants. Je veux récupérer tout ce qui m'a été volé il y a 60 ans. Mais je comprendrai si vous ne voulez plus rien avoir à faire avec moi. Je comprendrai si vous découvrez que Laura a tout changé pour vous. Je ne vous forcerai à rien. » Eduardo réfléchit longuement. Il pensa à Laura et à ses mensonges. Il pensa à Fernando et à sa vengeance inassouvie. Il pensa à ses enfants et à leurs secrets. Il pensa à tout le chaos qu'était sa famille. Et puis, il fit quelque chose qui le surprit lui-même. Il éclata de rire. Un rire sonore, sincère, presque hystérique. Fernando le regarda, perplexe. Entre deux rires, Eduardo expliqua « Tu te rends compte à quel point tout ça est absurde ? J'ai découvert aujourd'hui que j'ai un frère jumeau dont j'ignorais l'existence. J'ai découvert que ma mère m'a menti toute ma vie, que mon oncle était mon père, que ma femme m'a épousé par vengeance, que ma fille a eu une liaison avec toi, que mon fils a failli travailler pour t'aider à me poursuivre en justice. Tout ça en une seule journée, le jour de mes 60 ans. C'est tellement rocambolesque que si je racontais ça à quelqu'un, il dirait un scénario de feuilleton mexicain. » Fernando se mit lui aussi à rire, d'abord avec gêne, puis de bon cœur. Les deux frères restèrent là, dans le jardin, à rire de l'absurdité de leur situation, sous le regard interrogateur des employés de l'agence événementielle. Quand ils eurent enfin cessé de rire, Eduardo essuya ses larmes et dit « Tu sais quoi ? Organisons cette fête. Réunissons ces 300 personnes. Et disons la vérité, toute la vérité. Sur toi, sur moi, sur notre mère, sur Augusto, sur Laura, sur tout. Parce que j'en ai assez des mensonges. J'en ai assez des secrets. 60 ans de vie, et j'ai découvert que la moitié était bâtie sur des mensonges. Alors maintenant, pour les 60 prochaines années, si je vis jusque-là, je ne veux que la vérité. » Fernando regarda son frère avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu en es sûr ? Révéler tout cela comme ça, publiquement, va provoquer un énorme scandale. Ça va affecter tes affaires, ta réputation, tout. » Eduardo haussa les épaules. Qu'ils en fassent l'expérience. J'ai bâti cet empire en pensant honorer l'héritage familial. Mais quelle famille? Une famille fondée sur le mensonge, l'abandon et le rejet? Non, ce n'est pas l'héritage que je veux laisser à mes enfants et petits-enfants. Je veux qu'ils connaissent la vérité, toute la vérité, et qu'ils tirent les leçons de nos erreurs. Les deux frères rentrèrent dans le manoir. Laura, Marcelo et Béatrice les attendaient visiblement dans le salon. Eduardo regarda sa femme et dit « Il faut qu'on parle, tous ensemble, maintenant, avant l'arrivée des invités. » Ils s'assirent en cercle dans le salon. Eduardo commença. « Laura, tu m'as menti pendant 35 ans sur ta famille et sur notre rencontre. Cela m'a profondément blessé. Mais moi aussi j'ai menti. J'ai menti en cachant cette boîte. Au grenier sans même savoir ce qu'elle contenait. J'ai menti en ne cherchant pas à en savoir plus sur Augusto et ses secrets après la mort de ma mère. Nous avons tous menti, d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, dans cette pièce, prenons un nouveau départ. Plus de mensonges, plus de secrets. À commencer par ton récit, avec tes propres mots, de ce qui a commencé. » Laura prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle raconta toute l'histoire, depuis le début. Comment la famille Silva avait orchestré sa relation avec Eduardo. Comment elle avait initialement accepté uniquement pour aider la famille. Comment elle était véritablement tombée amoureuse,
comment elle s'était battue contre sa propre famille pour protéger son mariage, comment elle avait rompu les liens avec plusieurs proches pour maintenir le mensonge, comment elle avait porté ce fardeau de culpabilité pendant des décennies, toujours terrifiée à l'idée que la vérité éclate. Quand elle eut fini, Eduardo resta longtemps silencieux. Finalement, il dit « Je crois que vous êtes tombées amoureuses. Je crois que ces 30 dernières années ont été réelles, mais j'ai encore besoin de temps pour réaliser que tout a commencé comme une farce. » Laura hocha la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Eduardo se tourna vers Béatrice. « Et vous ? Fernando m'a dit en venant ici que vous aviez eu une liaison. Voulez-vous m'expliquer comment cela s'est passé ?» Béatrice raconta sa version, insistant sur le fait qu'elle ne savait pas qui était vraiment Fernando et que lorsqu'elle l'avait découvert, elle avait mis fin à leur relation sur le champ. Fernando confirma l'histoire, ajoutant qu'il ignorait lui aussi qu'elle était la fille d'Eduardo bien après la fin de leur relation. Eduardo assimila l'information. Techniquement, il n'y avait rien de mal à cela. Béatrice et Fernando n'avaient aucun lien de sang, mais c'était tout de même compliqué. Il se tourna vers Marcelo. « Et vous, quel est votre rôle dans cette histoire ?» Marcelo lui raconta comment Fernando l'avait contacté pour poursuivre Eduardo en justice, son refus catégorique, et comment cela l'avait rendu encore plus vigilant envers les rivaux de son père. Eduardo écouta tout, puis se leva et alla à la fenêtre. Il observa les préparatifs de la fête pendant quelques minutes. Lorsqu'il se retourna, la détermination brillait dans ses yeux. C'est décidé. Ce soir, à la fête, je vais faire un discours. Je vais tout dire. Sur Fernando, sur notre mère, sur Augusto, sur Laura, sur tous les secrets que nous avons gardés. Et je vais présenter officiellement Fernando comme mon frère. Que ceux qui veulent nous juger, jugent-ils. Que ceux qui veulent nous abandonner, nous abandonnent. Mais je ne vivrai plus un seul jour de cette vie en portant le poids du mensonge. La famille fut choquée par cette décision. Laura tenta de plaider qu'il serait peut-être préférable de révéler les choses progressivement, de manière plus maîtrisée. Mais Eduardo resta inflexible. Non, assez de contrôle, assez de manipulation. La vérité est la vérité. Les gens réagiront comme ils l'entendent. Fernando, resté silencieux tout au long de la conversation, prit finalement la parole. « Eduardo, j'admire ton courage, mais tu dois comprendre que cela aura des conséquences. Tes partenaires commerciaux pourraient prendre leur distance, te juger. La presse va se régaler de cette histoire. Es-tu prêt à cela ?» Eduardo regarda son frère et répondit avec conviction « J'ai passé 60 ans de ma vie à être l'Eduardo Montero que tout le monde attendait de moi. L'homme d'affaires parfait, le mari parfait, le père parfait, la famille parfaite. Mais tout cela n'était qu'une façade. Aujourd'hui, j'ai découvert qui je suis vraiment. J'ai découvert que je suis le fils d'un lâche qui a abandonné l'un de ses enfants, que je suis le frère d'un homme que j'aurais dû rencontrer il y a 60 ans, que je suis le mari d'une femme, qui a commencé notre relation sur des mensonges, mais qui a bâti quelque chose de vrai par-dessus, que je suis le père d'enfants qui, eux aussi, portent leurs secrets et leurs souffrances. Nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous bancals, et c'est normal. Je préfère être authentiquement imparfait qu'illusionnellement parfait. » Les paroles d'Eduardo touchèrent profondément l'assemblée. Même Fernando, qui avait passé tant d'années à se blinder le cœur, sentit les larmes lui monter aux yeux. Laura se leva, alla vers son mari et le serra fort dans ses bras. Elle lui a murmuré à l'oreille « Je t'aime vraiment, je t'ai toujours aimé, je suis désolé pour tous les mensonges. » Les heures passèrent vite. Les invités commencèrent à arriver. Des hommes d'affaires en costume de luxe, des mondaines en robe de créateur, des politiciens au sourire forcé, des amis sincères, des parents éloignés. 300 personnes étaient réunies pour fêter le 60e anniversaire d'Eduardo Monteiro. La demeure était magnifique. Les guirlandes lumineuses créaient une atmosphère magique dans le jardin. Un orchestre jouait du jazz feutré. Les serveurs proposaient champagne et canapés. Tout était parfait. Tous s'extasiaient sur la réussite de la fête. Mais une tension palpable régnait, que quelques observateurs attentifs pouvaient percevoir. Laura était pâle, souriant machinalement aux salutations. Marcelo et Béatrice semblaient tendus, discutant à l'écart, et Eduardo manquait à l'appel. Il était déjà 8 heures du soir et le fêté n'était toujours pas apparu pour saluer les invités. Les murmures commencèrent à circuler. Où était Eduardo? Tout allait-il bien? S'était-il passé quelque chose?
C'est alors que la musique s'arrêta. Un micro s'alluma sur scène et Eduardo monta sur scène, accompagné de Fernando. Le silence fut immédiat. Tous les regards se tournèrent vers les deux hommes. Certains invités reconnurent Fernando Silva. Des murmures commencèrent à circuler. Que faisait donc le plus grand rival d'Eduardo Monteiro sur scène à sa propre fête? Eduardo prit le micro, inspira profondément et commença. « Bonsoir à tous. Merci d'être venus fêter mon 60e anniversaire avec moi. Mais avant de commencer les festivités, je dois vous raconter une histoire. Une histoire de vérité, de mensonge, de famille et de pardon. » Et puis Eduardo raconta tout. Il commença par parler de sa mère, Maria Aparecida, et d'Augusto Monteiro, de leur liaison secrète qui avait donné naissance à des jumeaux. D'Augusto marié et craignant le scandale, qui avait forcé Maria à choisir entre les bébés, de l'un des enfants gardés et de l'autre placé en adoption. L'assistance était plongée dans un silence absolu. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Chacun était absorbé par ce qu'il entendait. Eduardo désigna Fernando. « Voici Fernando Silva, mon frère jumeau, placé en adoption il y a 60 ans. Un homme qui a grandi sans savoir pourquoi il avait été rejeté. Un homme qui a passé des décennies à chercher des réponses. Un homme qui, lorsqu'il a découvert la vérité, a été rongé par une colère justifiée. Il a bâti son empire immobilier, non par ambition, mais par vengeance. Chaque transaction qu'il a conclue contre moi n'était pas qu'une simple affaire de travail. C'était une tentative pour me faire ressentir un peu de la douleur qu'il portait en lui depuis toujours. Fernando était visiblement mal à l'aise sous tous ses regards, mais il resta aux côtés de son frère, le laissant raconter son histoire. Eduardo poursuivit. « Et moi, j'ai vécu 60 ans sans savoir que j'avais un frère. 60 ans à croire à une version de mon histoire complètement fausse. Ce matin, une boîte est tombée dans mon grenier. Et quand son contenu s'est répandu, toute ma vie s'est effondrée. Mais vous savez quoi? C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que maintenant, enfin, je connais la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse, soit-elle, vaut mieux que de vivre dans le mensonge. » Il marqua une pause, regarda Laura dans l'assistance et reprit « Mais ce n'est pas la seule vérité qu'il faut révéler aujourd'hui. Ma femme, Laura, cache elle aussi un secret. Elle est de la famille Silva, une cousine éloignée de Fernando. Et quand nous étions jeunes, sa famille l'a incité à se rapprocher de moi dans le cadre d'un plan de vengeance contre les Monteiros. Notre mariage était motivé par des arrière-pensées. Un murmure se fit entendre dans l'assistance. Les regards se posèrent sur Laura, oscillant entre choc et jugement. Laura, le visage enfoui dans ses mains, pleurait. Eduardo perçut une pointe de culpabilité chez Laura, mais poursuivit. « Voici l'essentiel. Laura m'a peut-être abordé avec de mauvaises intentions, mais elle est tombée amoureuse. Vraiment. Et elle a passé les 35 dernières années à construire une vie authentique à mes côtés. Elle a rompu les liens avec sa famille pour protéger notre mariage. Elle a porté le poids de ce secret pendant des décennies, et aujourd'hui, alors que la vérité éclate, elle a eu le courage de me dire la vérité. Cela compte. Cela signifie que, malgré tout, l'amour que nous avons bâti est réel. » Laura leva le visage, regarda Eduardo sur scène et, à travers ses larmes, esquissa un sourire. Un petit sourire fragile, mais sincère. Eduardo lui rendit son sourire. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. « Je lui pardonne. Je pardonne à Laura ses mensonges. Pas assez. Je pardonne à Fernando ses années de vengeance. Je pardonne à ma mère d'avoir fait un choix impossible. Je pardonne à Augusto sa lâcheté. Et, surtout, je me pardonne d'avoir vécu toutes ces années sans me poser de questions, sans chercher, sans voir les signes qui étaient là depuis toujours. » Le silence fut rompu par une salve d'applaudissements. D'abord une personne, puis 2, puis 10, jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Certains pleuraient, d'autres étaient sous le choc, mais tous étaient là, témoins d'un événement rare. La vérité révélée sans filtre, sans peur, sans regret. Eduardo descendit de scène, alla vers Laura et la serra fort dans ses bras. Fernando resta sur scène, observant la scène, réalisant qu'après 60 ans, il avait enfin une famille. Béatrice monta sur scène, s'approcha de Fernando et dit doucement dans le micro « Et puisque nous révélons des vérités, j'en ai une aussi. Fernando et moi avons eu une relation il y a 2 ans. Aucun de nous deux n'était au courant de notre lien de parenté. Quand j'ai découvert son lien avec mon père, j'ai mis fin à notre histoire.
Mais maintenant, je comprends que ce que je ressentais pour lui était réel. Et peut-être qu'avec le temps et beaucoup de thérapie, nous pourrons former une vraie famille. Le public ne savait plus comment réagir. C'était trop d'informations, trop de drames, trop de vérité d'un coup. Marcelo prit également la parole. Puisqu'il s'agit d'une confession publique, je vais avouer, aussi, Fernando m'a offert une fortune pour que je travaille contre mon père. J'ai immédiatement refusé, mais il y a eu un moment, un bref instant, où j'ai envisagé d'accepter. Parce que j'étais frustré par mon père, frustré de ne jamais être à la hauteur, d'être toujours dans l'ombre du grand Eduardo Monteiro. Mais j'ai ensuite compris que rivaliser avec mon père était aussi destructeur que la vengeance de Fernando. Alors j'ai choisi ma propre voie. Et maintenant, connaissant toute l'histoire, je comprends que mon père était lui aussi aux prises avec ses propres démons. Alors papa, je te pardonne aussi de ne pas avoir été parfait. Et j'espère que tu me pardonnes d'avoir nourri une rancune injuste. La fête avait pris des allures de thérapie de groupe. Étrangement, les gens semblaient apprécier. Il y avait quelque chose de cathartique dans cette honnêteté brutale. Eduardo remonta sur scène une dernière fois et déclara « Voilà, voilà ma famille, imparfaite, désordonnée, pleine de secrets et de mensonges qui ont enfin été révélés. Mais c'est ma famille, et je ne l'échangerai pour rien au monde, parce que maintenant, enfin, nous pouvons vraiment commencer, sans masque, sans faux semblants, tels que nous sommes, imparfaits, humains, essayant de faire de notre mieux avec les cartes que la vie nous a distribuées. » Il leva son verre de champagne. « À la vôtre, à 60 ans de mensonges enfin terminés, et aux années de vérité qui ne font que commencer. » Tous levèrent leur verre. « À la vérité !» crièrent-ils en chœur. Le groupe se remit à jouer. Les gens se mirent à danser. La fête continua, mais avec une atmosphère différente, plus légère, plus authentique. Comme si chacun avait été libéré d'une certaine manière. Eduardo dansa avec Laura. Fernando fut présenté à ses petits-neveux, fascinés par ce nouvel oncle surgi de nulle part. Béatrice et Fernando eurent une longue et nécessaire conversation sur leur passé. Marcelo porta un toast avec son père, enfin apaisé. Et là, au beau milieu de cette fête qui avait commencé comme une célébration parfaite et s'était muée en confession publique, un moment magnifique se produisit. Une famille brisée commença à se reconstruire, imparfaitement, sans plan précis, mais authentiquement. Quand la fête prit fin, il était déjà plus de 3 heures du matin. Les derniers invités partirent, commentant encore la nuit la plus surréaliste qu'ils aient jamais vécue. Eduardo, Laura, Fernando, Marcelo et Béatrice étaient assis sur le balcon, épuisés mais étrangement apaisés. Fernando rompit le silence. « Alors, on fait quoi maintenant ?» Eduardo réfléchit un instant. « Maintenant, on apprend à être une famille, pour de vrai, sans précipitation, sans pression. Juste essayer. » Fernando sourit. « J'aimerais bien, vraiment. » Et ainsi, sous le ciel étoilé de Sao Paulo, alors que les premiers rayons du soleil pointaient à l'horizon, 5 êtres imparfaits firent une promesse. La promesse que, peu importe les mensonges du passé, l'avenir serait bâti sur la vérité. La boîte tombée au sol révéla des secrets qui anéantirent tout ce qu'ils croyaient vrai. Mais au milieu des décombres, quelque chose de nouveau commença à naître, quelque chose de plus fort car authentique. Et peut-être, au final, était-ce exactement ce dont chacun avait besoin, pas la perfection qu'il prétendait afficher, mais cette imperfection authentique qu'il pouvait enfin partager. Le soleil s'est levé. Un nouveau jour, une nouvelle vie, une nouvelle chance de former enfin une vraie famille.